Bon, il va être compliqué à débriefer celui-là de Grand Prix. J'ai l'impression qu'il y a deux courses en fait, hein. Il y a la première course de 56 tours et la deuxième qui a duré à peu près 500 mètres. Bref, bienvenue à tous sur Stop and Go. Aujourd'hui, on s'attaque au Grand Prix d'Australie, donc on va essayer de débriefer comme on peut, hein, finalement, d'ici les prochaines minutes. Et on va commencer tout de suite par le départ de cette première course qui, comme je disais, avait déjà des signes avant-coureurs que ce Grand Prix allait pas être comme les autres et allait être un petit peu fou. On commence donc par le départ avec le super départ des Mercedes, tout simplement. Russell et Hamilton qui prennent l'avantage sur Verstappen dès les premiers virages. Ils avaient déjà fait une très belle qualif en étant 2 et 3. Et là, tout simplement, ils prennent un super départ. On va voir que Verstappen, c'est surtout Verstappen, je trouve, qui prend un mauvais départ. Et globalement, ça a été le cas sur quasiment tous ses départs, si ce n'est le troisième. Euh, bon, ça fait que 2 du coup, mais c'est vrai que sur 3 départs qu'il a eu l'occasion de faire dans ce Grand Prix, parce que, bon, vous allez voir après, bref, si vous n'avez pas suivi la course, vous allez voir que c'est un petit peu fou après. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a loupé globalement 2 tiers de ses départs sur ce Grand Prix. J'ai pas de... J'ai pas d'explication. Il partait pas si mal, mais c'est juste que ça partait pas vite, quoi. Tout simplement, ça patinait pas beaucoup, etc. Mais juste, c'était lent en termes d'impulsion. Peut-être quelque chose à revoir pour les Red Bull, je ne sais pas. En tout cas, l'avantage est pris par les Mercedes, qui vont le conserver dans les premiers tours de course, tout simplement. On peut parler vite de l'abandon de Leclerc. Mésentente, incompréhension, je pense, erreur de jugement aussi un petit peu de Leclerc qui est compréhensible étant donné la visibilité terrible qu'on a dans ces voitures. Au moment de l'accrochage, Stroll est complètement dans son angle mort. Leclerc pense que Stroll est derrière Alonso, donc plutôt au niveau du point de corde, alors qu'en fait Stroll il est un petit peu bloqué justement pas derrière Alonso mais entre Alonso et Leclerc. Et donc il est une voiture plus à gauche que ce que Leclerc pense dans sa tête à ce moment-là. Et vu qu'on n'a pas de vision, vu qu'il est dans l'angle mort, on ne peut que prédire, on ne peut que supposer où est la voiture. Et malheureusement, quand on suppose mal, il se passe ce qui s'est passé, il braque, il se fait clipper donc par l'avant gauche de Stroll, se retrouve tout simplement à l'envers dans le paquet gravier. Gros coup de gaz pour sortir, ça se plante et c'est ciao bye bye. J'ai envie de dire que le début de saison de Leclerc, déjà c'est le pire début de saison d'un point de vue comptable de sa carrière, je sais pas, je pense pas, parce que chez Alpha quand même la première année, mais en tout cas chez Ferrari c'est le pire. Voilà. C'est-à-dire que même 2020 avec la voiture qu'ils avaient, c'était mieux. Donc pour vous dire à quel point c'est terrible pour Leclerc. C'est triste, mais en tout cas, on va voir, en espérant pour lui que les 3 semaines de pause lui feront du bien d'un point de vue mental et aussi à Ferrari en termes de performance pour revenir un petit peu plus sur le devant de la scène parce que là, c'est compliqué. Bref, la course commence, se lance, voilà, finalement, comme j'ai dit, avec le bon départ des Mercedes, etc. Puis on se dit, on est en route pour un petit Grand Prix d'Australie plutôt sympa, puisque bien entendu, après la sortie de Leclerc, on a une safety car. Qui reste quelques tours en piste, pas grand chose. Il y en a qui profitent pour s'arrêter, il y en a pas mal qui s'arrêtent. Alors, je sais pas s'il y a eu des contacts ou s'ils voulaient juste se débarrasser des pneus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes qui vont s'arrêter dès le premier tour. On a Ocon, Joe, Sargent, Perez, Bottas. Sargent qui s'arrête une deuxième fois au tour 2, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Alors, est-ce qu'il a voulu se débarrasser directement des trains de pneus? C'est possible. Mais en tout cas, tous ces pilotes-là, Perez s'arrête également. Donc, tous ces pilotes-là choisissent la gomme dure, si je ne m'abuse. Peut-être qu'il y en a qui ont pris des médiums, remarque, mais en tout cas, on essaye de faire son arrêt. Faut savoir que Melbourne, et on va en reparler, ça dégrade très peu, donc on peut se permettre de faire une course complète sur un train de pneus. Et puis de toute façon, vous allez voir que ça n'a pas été le cas. Bref, la course est lancée. La course est plutôt bien lancée. Et 6ème tour, Albon se crache. Alors, Albon rentre globalement un peu trop fort dans le virage. On est au tout début du deuxième secteur. Il rentre un petit peu fort, un petit peu en travers. La voiture, forcément, ne tient pas. Les pneus Pirelli, on ne peut pas rentrer avec une voiture en travers. C'est pas possible parce qu'il surchauffe instantanément et tu spins. C'est arrivé donc à Albon qui tape le mur, qui revient sur la piste, donc c'est un petit peu dangereux. Peut-être penser à
écarter ce mur à l'avenir. Je sais pas si c'est possible avec s'il y a des arbres ou quoi derrière. J'ai pas le visuel là tout de suite, mais en tout cas, globalement, un petit peu dangereux comme situation. Ça ramène énormément de gravier et énormément de morceaux aussi, parce que ça a quand même tapé un peu fort. Donc là, la question est, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans un premier temps, safety car. Safety car et 3 pilotes rentrent. Magnussen, Sainz et Russell rentrent donc au 7ème tour, juste après l'entrée de la safety car, ou même au 6ème tour. En bref, ils rentrent au moment de la safety car, voilà, au 7ème tour, pour tout simplement changer de pneu, passer sur des durs et finir la course. C'est un avantage stratégique à ce moment-là. Tous les autres roulent moins vite puisqu'ils sont sous régime de safety car, donc ça paraît logique. C'est une bonne stratégie qui est très très souvent utilisée par tous les teams de F1 au moment d'une safety car ou d'une virtual safety car. Sauf que la FIA se dit, oh là là, il y a quand même beaucoup de gravier sur la piste, donc on va mettre un drapeau rouge. Drapeau rouge qui intervient donc un tour plus tard, au tour 8, et tous les pilotes rentrent donc dans les stands avec possibilité de réparer la voiture, mais aussi de changer les pneus. Du coup, un Carlos Sainz qui ressort 11ème alors qu'il était 4ème, un Russell qui ressort 7ème alors qu'il était 1er, ils sont bien fait avoir, clairement. Ça arrive, c'est la course, c'est comme ça. Globalement, c'est arrivé à beaucoup de pilotes par le passé. C'était arrivé, je me rappelle, à Hamilton, à Jeddah, en tout début de course, après le crash de Schumacher, il y avait une safety car, il s'était arrêté, pas Verstappen. Et après, drapeau rouge, Verstappen peut changer ses pneus, et tout l'avantage stratégique que vous aviez pris est perdu, et ça devient carrément un désavantage, puisque vous avez perdu des positions que vous auriez pu conserver si vous n'étiez pas arrêté. Bref. Le résultat est là, les pilotes que sont donc ces 3 pilotes, Magnussen, Russell et Sainz, ont perdu beaucoup de place, mais c'est comme ça. La question est, est-ce que ça méritait vraiment un safety car, enfin un drapeau rouge après le safety car? Je suis un peu dubitatif, j'avoue. C'est-à-dire que, globalement, je pense pas que ça méritait un drapeau rouge. Parce que on pouvait, une fois que tout le monde était regroupé, c'était quand même assez facile d'aller nettoyer la piste. Après, ça s'entend. C'est-à-dire que si vraiment la FIA a envie de mettre un drapeau rouge à ce moment-là, je préfère, en fait, on va dire que je préfère que la FIA soit trop prudente sur certaines situations, en mettant des drapeaux rouges, plutôt que de faire rentrer des voitures sur la piste quand ils sont à 250 dans le brouillard et sous la pluie. Avec un drapeau jaune, juste. Voilà. Ou une safety car, mais enfin bref, on parle bien entendu du Grand Prix du Japon de l'année dernière, si vous ne l'avez pas suivi. Et Gasly, tout simplement, était passé à quelques mètres d'une dépanneuse, en plus au Japon, bien entendu. Comme ça, la FIA se fout bien de notre gueule, complet. J'en avais fait un podcast à l'époque, c'était mon tout premier podcast d'ailleurs sur la F1. Et on avait parlé longuement pour dire à quel point la FIA était incompétent. Et en tout cas, là, globalement, je suis en mode, bon, why not? Si vous voulez mettre un drapeau rouge à cet endroit-là, à ce moment-là de la course, pourquoi pas? C'est toujours mieux que la situation inverse. Il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Ce drapeau rouge nous donne donc un deuxième départ arrêté. Ça, c'est à la discrétion de la direction de course, tout simplement, de choisir si un départ après un drapeau rouge se fait lancer ou arrêter. Je sais pas s'il faudrait régler cette question une bonne fois pour toutes et dire départ lancé ou que départ arrêté, parce que c'est vrai que ça change complètement la physionomie de la course. Refaire un départ arrêté ou se relancer, suivant où on est, si on est en pôle, je pense qu'on a plutôt envie d'un départ lancé, c'est clair. Donc, est-ce qu'il faudrait déjà, sur ce premier point de règlement-là, vraiment précisément dire 6 drapeaux rouges, départ arrêté, ou 6 drapeaux rouges, départ lancé, plutôt que de donner le choix à la direction de course, qui du coup va faire des choix forcément qui vont être aléatoires. C'est-à-dire que Villeneuve le disait sur Canal, moins on donne de choix dans le règlement, plus le règlement va être... plus la FIA va pouvoir être consistante dans ses décisions et va pouvoir appliquer le règlement de manière fair play, on va dire, et être toujours très consistant dans ses décisions. Plus on donne de choix multiples, des questions à choix multiples, plus forcément les possibilités sont plus importantes,
Et forcément, suivant la situation, suivant qui est venu toquer à la porte de la FIA pendant le drapeau rouge pour dire « Ah, s'il vous plaît, moi je voudrais repartir en départ arrêté, moi s'il vous plaît, je voudrais repartir en départ lancé », c'est un peu compliqué à gérer pour la FIA. Et je pense qu'effectivement, avoir le moins de choix possible dans le règlement, ce serait pas une mauvaise idée. En tout cas, on repart sur ce drapeau rouge. Drapeau rouge donc, qui nous donne l'occasion de voir un deuxième départ. Deuxième départ qui est plutôt propre, on va dire, avec donc des pilotes qui partent tout simplement et qui font leur Grand Prix, leur fameux Grand Prix de 57 tours, ou 56 et des brouettes. Et donc là, on observe une première course. Dans cette première course, j'ai envie de souligner un truc. Deux trucs. Au début de la semaine, on a eu l'intervention très décriée de Stefano Domenicali, actuel président de la F1, voilà, le CEO, le boss de la F1, des droits commerciaux de la F1 et non pas de la FIA, attention. Donc la partie vraiment commerciale de la F1 et non pas la partie règlement, qui est gérée par la FIA. Bref, ce petit Stefano Domenicali, que vous connaissez sûrement si vous suivez la F1, puisqu'avant il était chez Ferrari en team principal, a suggéré d'avoir moins d'essais libres, voire pas d'essais libres. Alors, pas d'essais libres, je suis pas d'accord vraiment, parce que c'est vraiment compliqué, et puis déjà qu'on n'a plus d'essais pour les équipes de F1, pas d'essais libres veut dire pas de développement quasiment, parce qu'on va pas développer pendant une course. Hein, on va pas commencer à faire des essais en disant tu peux te caler à 250 dans la ligne droite s'il te plaît, ce serait pour voir un truc. Non, on fait la course. Donc globalement, si on n'a plus d'essais libres, sachant qu'on a déjà presque plus d'essais, de séances d'essais pendant l'année, les voitures n'évoluent plus. Hein. On va faire que des évos au simulateur. Donc, supprimer complètement les essais libres, non. Mais en avoir moins, c'est peut-être pas si mal, parce que si vous avez suivi ce Grand Prix, vous avez vu que les séances 1, 2, 3 ont été assez perturbées, notamment la 2 et la 3 par la pluie. Et donc les F1 n'ont pas vraiment roulé, les teams n'ont pas vraiment eu le temps de savoir et de comprendre la dégradation des pneus, de faire des longs relais, etc. Donc on est arrivé en course avec globalement très peu de connaissances sur comment les pneus allaient se comporter, comment ils allaient se dégrader, est-ce qu'ils allaient beaucoup se dégrader, pas beaucoup se dégrader, quel était le meilleur pneu pendant la course. Bref, on était dans l'inconnu, et je trouve que ça nous a donné plutôt un bon Grand Prix à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est que, on l'a bien vu, l'Australie, c'est pas un circuit qui dégrade beaucoup les pneus. Voilà, la surface est propre, les virages sont, même s'il y en a, des longs virages en appui, etc., sont quand même plutôt sympas, entre guillemets, pour les pneus. On a plutôt des virages lents qui usent un peu moins la gomme, et on n'a pas de grosses accélérations après des virages très lents, comme on peut avoir à Bahreïn. Les températures sont plus fraîches aussi, au moment où on y va. Et globalement, surtout, il est là le point très important, la surface, le goudron, il est beaucoup plus lisse. On avait parlé déjà la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines pour Jeddah, par rapport à Bahreïn. Ce qui vraiment accentue la dégradation à Bahreïn, c'est la surface. C'est tout simplement le tarmac en lui-même qui est très abrasif pour les pneus. Vient là la question, 2 questions du coup. Avec très peu d'essais et une piste qui dégrade très peu, on avait le top 10 qui se tenait dans le même rythme, quasiment. Alors, Verstappen était un petit peu dans une course à part, mais en tout cas de la 2e à la 9e place, donc jusqu'à Hülkenberg, ça se tenait, mais c'est-à-dire que le rythme était quasiment le même. Alors ça n'a pas aidé la remontée de Pérez, hein, qui avait un peu de mal du coup à remonter, forcément, mais c'était assez impressionnant de voir que tout le monde tournait quasiment pareil. Les Ferrari, les Mercedes, enfin la Ferrari, les Mercedes, les Aston, l'Alpine de Gasly aussi. Ocon était à ce moment-là 10e, un peu plus loin à ce moment-là de la course. Mais en tout cas, tout le monde se tenait dans ce 10e-là, même la Haas de Hülkenberg se tenait dans ce rythme. Et ça pose la question du coup de est-ce qu'on a envie, enfin est-ce que ce serait pas une bonne idée finalement d'avoir moins d'essais pour que les teams arrivent en course avec beaucoup moins de connaissances et beaucoup moins de préparation, mais aussi d'avoir des pistes qui dégradent pas. Parce que pour moi, ça pose la question des circuits en eux-mêmes. C'est-à-dire que ces dernières années, les nouveaux circuits qu'on fait, ou quand on modifie les circuits existants, ça a été le cas en Australie il y a quelques années, on a toujours en tête la façon dont on va courir. On va dessiner les virages pour
améliorer les dépassements. On a par exemple retiré la dernière chicane à Barcelone pour cette année, justement pour essayer que les voitures s'éloignent le moins possible l'une de l'autre avant la zone de DRS, de la ligne de départ-arrivée. Donc on réfléchit, on pense les nouveaux circuits, mais aussi les anciens, pour les dépassements, pour faciliter les dépassements, pour avoir des courses plus sympas. La question est-ce qu'on ne devrait pas plutôt penser les circuits pour qu'ils dégradent le moins possible les pneumatiques et donc permettre aux pilotes d'être à l'attaque tout le temps? Alors parce que là on l'a vu, même avec ce circuit qui use peu les pneus, les pilotes étaient quand même un petit peu souvent sur la réserve. Ils attaquaient 2 tours, ils refroidissaient un tour, ils attaquaient 2 tours. Alors après ça pose la question des pneumatiques en eux-mêmes. Voilà, mais pour faire simple, si on améliore un peu les pneus en termes de dégradation et qu'on améliore un petit peu les circuits, on va se retrouver... Alors, après ça pose la question des arrêts au stand, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des pilotes, si on leur dit tes pneus ils dégradent pas trop, ils vont essayer de faire toute la course dessus, c'est-à-dire ils s'arrêtent tous au premier tour ou au dernier et puis on fait la course complète dessus. Ça pourrait un petit peu effectivement casser le côté stratégique des arrêts au stand. Mais est-ce qu'on n'a pas envie de voir un Grand Prix où tous les pilotes attaquent pendant toute la course? Ça serait quand même fou. Parce que globalement, ce qui ralentit le plus les pilotes en course, c'est pas vraiment l'essence, à part quelques circuits qui sont très énergivores, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt un petit peu les freins certes, mais surtout les pneus. Et c'est ça vraiment que les pilotes sauvegardent pendant une course, c'est pour ça qu'ils roulent pas à 100%. Là, si on peut ne serait-ce que rouler à 95% ou 99% pendant une course, grâce justement à une très faible dégradation, ce serait super cool, je pense. Je pose ça là. En tout cas, la tenue des pneus était vraiment très bonne. Ça a permis aux pilotes de pas mal attaquer. Jusque-là, je voulais parler, parce que j'ai pris mes petites notes pendant la course, jusque-là, je voulais parler de Gasly qui faisait une super course, et c'est vrai, 5ème, incroyable. Vitesse de pointe énorme des Alpines ce week-end, avec vraiment très déchargé en aileron. On l'a vu, Ocon, à un moment, est passé sur une As, je crois que c'était Magnussen. Il l'a, mais déposé, un peu comme Verstappen quand il est repassé Hamilton pour la tête de la course. C'était assez incroyable. Bref, on a parlé de tout ça. Très vite fait, je voulais parler de l'abandon de Russell. Désolé, George. Problème moteur. Ça montre bien que personne n'est à l'abri de la fiabilité vraiment en ce début de saison. Ferrari, Red Bull, enfin tous les motoristes ont eu à un moment donné un problème mécanique. Donc c'était déjà du Mercedes quand c'était Stroll à Jeddah. Là c'est du Mercedes encore, mais cette fois-ci sur l'écurie mère. C'est dommage pour Russell qui faisait vraiment une bonne course, mais effectivement, comme il disait en interview, quand ça va pas, parce que bon, la stratégie loupée, l'abandon, comme ça, tout est carré. Bref, Verstappen est quand même un petit peu sur une autre planète pendant ce Grand Prix, pendant ce premier Grand Prix. Je disais que effectivement de la 2e à la 9e place, c'était serré. Verstappen, c'était quand même sacrément moins serré. Effectivement, il avait une sacrée avance. Il s'est juste fait une petite frayeur. Au tour 48, où il est allé dans l'herbe à l'avant-dernier virage, freiné un petit peu tard, hop, ça a un peu poussé l'arrière, et tac, on est allé dans l'herbe, il perd 4 secondes à ce moment-là sur Hamilton. C'est assez pour garder une avance confortable, mais effectivement, la petite alerte, qui l'a bien réveillé d'ailleurs, parce qu'après il a enchaîné quelques meilleurs tours. Je voulais aussi parler de la très bonne course d'Hülkenberg, des très bonnes courses d'Hülkenberg, puisque dans les deux, il avait plutôt des bons résultats. Sur la première, il avait un gros rythme, il accrochait à la régulière une 9e place, ce qui était déjà pas mal. Et puis on va le voir après sur le restart, sur le dernier restart, forcément, avec tout le chaos, il s'est retrouvé plus en tête, enfin plus en avant. McLaren, à ce moment-là, sortait un petit peu la tête de l'eau avec la 8e place de Norris. Ça allait être les premiers points de l'équipe. Donc ça, c'était aussi à souligner. Globalement, c'est tout ce que j'avais à dire, si ce n'est la dernière petite remarque avant qu'on passe au grand sujet de cette vidéo et de ce podcast. La FIA, je les ai trouvés super cool ce week-end sur tous les petits incidents qu'il y a pu avoir en piste, etc. Tout ce qu'il y a eu sur la première moitié de la course. Alors, à mettre en contraste du coup avec la deuxième course. Mais c'est vrai que sur cette première partie de course, la FIA, à chaque fois qu'il y avait un accrochage, que ça se poussait, etc. Oh oui, des fois il n'y avait même pas d'investigation, et quand il y en avait, c'était incident de course. Soit, on laisse les gens
rouler, on sait les gens courir, les pilotes courir. C'est bien. Voilà, à un moment, Hamilton a pas mal poussé Verstappen sur l'extérieur. Verstappen l'a déjà fait aussi, et même en pire. Donc, se plaindre en interview, bon, frérot. Ah, les deux ont eu leur tort dans leurs différentes batailles au cours des années, c'est clair. Mais bon, voilà, hein, c'est la course, c'est comme ça. Même Stroll, je crois, à la fin disait avec l'accrochage avec Leclerc. Enfin voilà, c'est la course, c'est comme ça. C'est bien, moi je trouve, de laisser un peu les pilotes courir et de pas mettre des pénalités à chaque fois qu'il y a un contact, quoi, parce que sinon on va plus s'en sortir. Bref, fin de la première partie. Ouvrons maintenant la deuxième. Celle pourquoi vous avez sûrement cliqué sur cette vidéo au vu de la miniature et du titre. On va parler de la deuxième course. Puisqu'en effet, Magnussen, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où il nous sort ça, le frérot s'est juste pris un mur, mais alors, comme toi quand tu débutes dans F1 22, c'est-à-dire que vraiment, il a pris le T1, et dans le T2, il tourne pas en fait. Enfin, je sais pas, l'image, je la comprends pas de l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'il s'ouvre, juste il s'élargit. Contact avec l'arrière droit sur le mur, ça explose la suspension, mais aussi le pneu qui explose direct, enfin la jante explose, part. Donc il y a un pneu qui est au milieu de la piste. Magnussen est garé, je sais plus où, pas loin d'un poste de commissaire, donc techniquement on peut le rentrer assez facilement, mais bon, il y a quand même un pneu qui se balade quelque part sur la piste, des morceaux de jante, des morceaux de suspension, potentiellement des morceaux de mur, donc c'est pas fou. Hein, clairement, on en a un peu partout. Drapeau rouge. Drapeau rouge, pas forcément parce qu'il y en a partout, parce qu'il y a moins de débris quand même que pour l'accident d'Albon, mais drapeau rouge surtout parce qu'on est à 2 tours de la fin. Et la FIA, elle veut... Enfin, la FIA et la F1, c'est aussi une pression de la F1 de faire le spectacle à 110%, qui pousse la FIA à prendre ces décisions-là. Mais en soi, je suis pas vraiment contre, du moment qu'on met une règle. Voilà. C'est-à-dire, dans le règlement, on dit, quand il reste 5 tours ou moins, c'est-à-dire qu'à partir de 5 tours restants, si un incident arrive, un incident qui nécessite une safety car, à ce moment-là, vu qu'on est à 5 tours de l'arrivée, ou à moins de 5 tours de l'arrivée, on met un drapeau rouge d'office, c'est dans le règlement, c'est comme ça, et comme ça, il n'y a pas de problème. Ça peut s'entendre, et c'est vrai que c'est par exemple ce qu'on fait aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on est un petit peu comme ça pour le spectacle. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les Américains veulent faire pareil avec la F1. Mais aux États-Unis, que ce soit en IndyCar, en NASCAR, etc., dès qu'il y a un petit incident, hop, safety car, il n'y a pas de drapeau jaune, enfin, si, il y a des drapeaux jaunes, mais il n'y a pas de virtual safety car et toutes ces merdes. Dès qu'il y a un problème, on met une safety car, ça relance la course, ça relance le spectacle, c'est génial. Ça me dérange pas qu'on fasse pareil en F1. Techniquement, oui, on peut le faire, on peut faire une pareille en F1. C'est comme ça, c'est le spectacle. Alors ça peut ne pas plaire à certains, et je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que la FIA nous a quand même montré ces dernières années qu'il ne voulait pas de finir de course sous safety car. Ce que je peux comprendre, parce que c'est quand même pas le truc le plus sexy du monde de voir toutes les voitures faire une procession devant la ligne de départ-arrivée. C'est ce qui est arrivé au final, mais bref. Je peux comprendre dans ce point de vue-là, qui est de dire, ok, on veut finir une belle course avec des batailles, etc., jusqu'à la ligne d'arrivée. Le problème, c'est que là, globalement, la FIA, déjà, ils ont pas, comme j'ai dit, ils n'ont pas de règles définies. C'est-à-dire que ils auraient pu très bien dire, bon, safety car, on finit sous safety car. Après, ce que je peux louer, on va dire, c'est que la FIA a quand même appris de ses erreurs. Globalement, si on se repenche sur Abu Dhabi 2021, si on avait mis un drapeau rouge, il n'y avait pas de problème. Les deux repartaient avec les bons pneus, il n'y avait pas de désavantage, il n'y avait pas de je laisse passer les voitures, je sais pas quoi, machin. Non, voilà. Il y a juste un petit truc qui m'a un peu trigger pendant la course, pendant ce drapeau rouge, c'est que juste avant de relancer le drapeau rouge, on dit aux voitures retardataires, il n'y en avait pas tant que ça, parce que comme j'ai dit, les rythmes étaient assez proches, mais on dit aux voitures de retardataires, partez, faites un tour pour vous remettre derrière. Et après, on lance notre procédure de départ avec le tour de chauffe, etc. Sauf que, comme le soulignait Villeneuve, faire partir 3, 4, 5 voitures retardataires
pour faire un tour, pour rattraper leur tour, bah ça leur permet de chauffer les pneus. Donc là aussi, on n'est pas vraiment égalitaire entre les pilotes. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions pour rattraper un tour. Je m'explique. Quand on a une safety car, on peut choisir de relancer sans que les pilotes se soient totalement tous remis derrière. C'est possible, mais quand on commence à permettre aux pilotes de reprendre leur tour, aux pilotes retardataires, il faut le faire pour tous. C'est bien le problème d'Abu Dhabi 2021, c'est que tout le monde n'a pas eu cette occasion-là. Il n'y a que les pilotes retardataires qui étaient entre Hamilton et Verstappen qui ont pu le faire. Quand on fait un drapeau rouge, vu qu'on va refaire un départ arrêté, on va pas faire partir des voitures sur une grille qui sont déjà à un tour de retard de ceux devant eux. Ça paraît très peu logique. Donc il faut leur faire aussi rattraper leur tour. On pourrait le faire de manière informatique, en disant à l'ordinateur, voiture, 44, 20, etc., vous leur enlevez un tour, enfin vous leur remettez un tour de plus, pardon. Comme ça, ils ont complété leur tour. Sauf que si tu fais ça, tu prends pas en compte l'essence, puisque effectivement, eux, ils ont quand même fait un tour de moins que les autres, donc ils ont un tour d'essence en plus. Donc ça pose plein de questions, et c'est pour ça qu'en général, quand on fait rattraper un tour à des retardataires, on le fait toujours de manière physique, c'est-à-dire qu'on leur fait faire ce fameux tour, pour qu'ils usent leurs pneus, leurs freins, leur essence, etc., pour que tout soit fait comme s'ils avaient vraiment fait ce tour, puisqu'ils l'ont vraiment fait. Sauf que là, typiquement, il faudrait trouver une règle, parce que pour le drapeau rouge, ça leur donne quand même un sacré avantage. Ils ont pu faire un tour à pleine vitesse pour bien chauffer leurs pneus, en plus du tour de formation qu'ils font après, pour se remettre en grille et partir. Donc là, il y a un petit problème. Si on se penche plutôt sur le départ, bon, est-ce qu'on s'attendait à quelque chose d'autre ? Honnêtement, entre vous et moi, non. C'était sûr que ça allait être le carnage. On dit à des pilotes de F1, il reste 2 tours. Tout ce qui s'est passé avant, tu peux l'oublier parce que tout va se jouer dans ces 2 tours. Vous êtes tous en pneus tendres, pour certains des pneus tendres neufs, donc c'est 2 tours à 120%. Allez-y. Globalement, ça m'étonne pas du tout qu'il se soit passé ça. Et c'était sûr et certain. Parce que là, vraiment, il y a 20 pilotes, enfin un petit peu moins parce qu'il y avait eu les abandons, mais globalement, tous ces pilotes-là, ils sont là pour en découdre. Et ils ont 2 tours pour le faire. Donc forcément, ceux qui sont devant vont essayer d'être un petit peu conservateurs, mais en même temps vont se dire, pourquoi pas, tu vois, un Gasly qui est 5ème, il se dit, un podium, c'est pas impossible dans ces conditions. Mais en même temps, un mec qui est 12ème, il va se dire, je peux rentrer dans les points après avoir fait une course difficile. Je pense à McLaren avec Piastri, par exemple, qui peut se dire, vas-y, moi j'en profite, je rentre dans les points. Même un Hülkenberg qui est 9ème à ce moment-là peut se dire, je monte plus haut dans les points. Enfin, tout le monde a quelque chose à jouer. Il n'y a que vraiment le premier qui se dit, ah non, moi j'ai les boules, j'ai envie de protéger ma position. Et j'ai pas envie de faire un nouveau départ arrêté, drapeau rouge, etc. Mais même un Hamilton qui est 2ème, qui a beaucoup à perdre en soi, parce que 2ème, t'es quand même plus à perdre qu'à gagner. En même temps, de l'autre côté, c'est une victoire qui l'attend. Et la première depuis Jeddah 2021, justement. Donc, tout ça, tous les pilotes, en fait, ont quelque chose à jouer. Tous les pilotes veulent être plus devant. Et ça paraît logique, c'est normal, c'est pour ça qu'on les paye et c'est pour ça qu'ils font de la Formule 1. Mais, forcément, sur 2 tours, avec des pneus neufs, c'est obligé qu'il se passe un truc comme ça. Et là, ça n'a pas attendu très longtemps, puisque dès le premier virage, c'est complètement parti en n'importe quoi. Alors, pour faire un résumé des événements, au premier virage, Gasly tire tout droit, freine trop tard, clairement, emporte avec lui dans son sillage Sainz qui lui aussi freine un peu trop tard, Sainz qui tape dans Alonso donc en freinant trop tard, qui fait spin Alonso, Gasly qui passe par l'herbe, quand il revient, il regarde à gauche parce que il y a pas mal de voitures sur la gauche, donc il regarde dans son rétro de gauche tout ce qui se passe et ne voit pas que Ocon est à sa droite entre lui et le mur, donc va reprendre tranquillement sa trajectoire de course donc, qui fait rentrer les deux l'un dans l'autre, giga crash des 2 Alpines, ciao les Alpines, et en même temps il y a Sargent qui freine 100 mètres trop tard. Honnêtement, c'est vraiment l'impression qu'on a sur la caméra, et qui défonce De Vries, et ça c'est passé un peu inaperçu parce que c'était tout au fond, et puis il y avait tellement de carnage que de toute façon on savait plus regarder, mais quand même c'est un petit peu vénère de la part de Sargent qui a complètement loupé son frein, honnêtement.
Tout ça donc nous donne un deuxième drapeau rouge, hein, ça paraît logique parce que là pour le coup il y en avait vraiment partout. Et sauf qu'à ce moment-là il reste qu'un tour. Un tour, le temps de faire le tour de relance, ce tour de relance va compter comme un tour donc c'est fini. On se dit qu'on peut potentiellement quand même se faire un tour, un dernier tour on va dire avec un drapeau rouge et un nouveau départ arrêté. Je pense que la FIA a compris à ce moment-là que c'était pas une super idée. Donc on relance la course sous safety car et tout simplement la safety car s'efface dans le dernier secteur pour laisser les pilotes prendre le drapeau à damier sans pouvoir se doubler. Donc ça finit au final de manière nulle derrière un safety car. Ce que la FIA voulait éviter, tout ce que la FIA voulait éviter et la F1 avec ce drapeau rouge dans les 3 derniers tours. Donc c'est assez cocasse comme situation, vous me l'accorderez. Et les pénalités commencent à arriver. Alors la pénalité, puisqu'il n'y en a eu qu'une au final, pour Sainz, donc, qui prend 5 secondes de pénalité. Et alors là, se pose la question de... comme on le dit souvent, hein, on juge la conséquence, on juge l'action, mais aussi, je pense qu'il faudrait aussi juger les conséquences qu'ont une pénalité. Qu'ont les pénalités. Tout simplement, pourquoi ? Parce que Sainz, techniquement, sur l'action, il est fautif. C'est beaucoup moins le cas, par exemple, pour un Gasly-Ocon, qui, je trouve, est un incident, et on va en parler, beaucoup plus dur à juger, mais techniquement parlant, tout comme Sargent l'est avec De Vries, Sainz freine trop tard et rentre dans Alonso. C'est clair, net, il le fait partir en spin. Alonso aurait pu abandonner sur cette action-là, c'est pas le cas, mais effectivement, à ce moment-là, oui, Sainz fait une erreur, 5 secondes, c'est mérité. Sauf que, il y a deux choses. Déjà, d'un point de vue conséquence de cette action, effectivement, Alonso repart dernier, mais on refait il y a un drapeau rouge, et on reprend les positions d'avant le départ, hein, d'avant ce dernier départ de drapeau rouge. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu le temps de compléter un tour complet de piste pour faire un état du classement. Alors, il faut savoir un truc, c'est que pour faire un état d'un classement, on peut le faire sur un secteur, donc quand on passe au deuxième secteur notamment, on peut le faire sur des mini-secteurs, des secteurs invisibles qu'on ne voit pas à la télévision, mais il y en a un petit peu partout, c'est découpé en des dizaines de mini-secteurs par circuit, qui permettent donc de prendre des écarts, et c'est notamment ça qui vous donne des écarts instantanés. Hein. Quand vous voyez les écarts instantanés, c'est grâce aux mini-secteurs que vous les avez, avec un truc avec les positions GPS, enfin bref. Les mini-secteurs existent et peuvent permettre de donner un état du classement. Sauf que là, on a choisi de ne pas les écouter, ces mini-secteurs, parce que c'était tellement le carnage au départ qu'on se dit, ok, on reprend les places d'avant. Donc, Alonso se retrouve P3, à nouveau, comme il l'était. Donc, techniquement, là, la conséquence de l'action, elle est nulle. Il n'y a plus rien. C'est comme si elle n'avait pas eu lieu. Et ensuite, le troisième point à aborder, c'est la conséquence de la pénalité. Si tu prends 5 secondes de pénalité dans une course normale, au 30e tour, mettons, avec des écarts qui sont déjà établis, stables, etc., sachant que ces 5 secondes-là sont normalement impliquées à un arrêt au stand, il n'y a que si tu es en fin de course et que tu ne refais pas d'arrêt que cette pénalité vient s'ajouter à ton temps de course. Si tu as cette pénalité en plein milieu d'une course, voilà, tu vis ta petite course tranquillou, tu fais ta pénalité. Elle est impactante, certes, mais elle n'est pas destructrice. Elle ne va pas te faire perdre 10 positions. Voilà, il est là le truc. Encore plus pour ceux qui servent une pénalité sous safety car, je pense à Alonso par exemple à Jeddah. Bon, ils l'ont pas respecté, donc après il y a eu tout ce pataquès. Bref, on va pas reparler de Jeddah, il y a déjà un épisode. Mais effectivement, là, la perte de temps est encore moindre. C'est-à-dire que tu t'arrêtes pendant une safety car ou potentiellement une virtual safety car, tu fais tes 5 secondes, enfin bref, potentiellement tu peux même ne perdre aucune position. Sauf que là, on fait une relance, comme j'ai dit, sous safety car avec aucune possibilité de se dépasser et on franchit la ligne en paquet. Donc forcément, 5 secondes de pénalité quand toutes les voitures sont collées entre elles, c'est globalement lui dire Sainz, tu vas être dernier, sachant qu'il est 4ème à ce moment-là. Donc là, c'est en ça que la pénalité, je trouve, est absolument pas justifiée parce que même si Sainz mérite 5 secondes pour ce qu'il a fait, Sainz ne mérite pas de finir dernier pour ce qu'il a fait. Sachant qu'il fait une excellente course et qui... Voilà, on n'a pas vraiment parlé de la course de Sainz, mais il a fait une super course sur la première partie.
où il a été extrêmement rapide, il a doublé tout le monde, il était très incisif, il a passé des pilotes qui étaient très difficiles à doubler, comme Gasly par exemple, qui avait, comme je le disais, avec l'Alpine, une vitesse de pointe énorme et qui pouvait défendre facilement au DRS. Même Russell avait beaucoup de mal, Stroll avait beaucoup de mal aussi. Il a doublé Stroll d'ailleurs, Sainz, il a été très très incisif. Il a fait vraiment une super course. Et à la fin, pour une petite erreur, parce que c'est une petite erreur, on lui met 5 secondes et on lui dit tu vas finir dernier. Et c'est là, et c'est en ça que je comprends totalement la réaction de Sainz, de se dire les gars, c'est vraiment injuste, je mérite pas de finir dernier pour une petite erreur. Sachant que si je devais rajouter un dernier élément, on est sur un départ. Même si on est certes à 2 tours de la fin, on est sur un départ. Et la FIA nous a plutôt habitués à être clémente au moment des départs. Pourquoi ? Parce que c'est normal, c'est comme ça, c'est un départ, ça peut arriver. Il y a des voitures de partout. Comme je disais tout à l'heure, les angles morts dans une Formule 1, c'est catastrophique. Donc oui, ça peut arriver ces erreurs-là. On est sur un départ, les pneus sont pas vraiment chauds, on n'a pas vraiment de repères parce que bon, on n'arrive pas à la même vitesse sur le premier virage lors d'un départ qu'en course. On arrive beaucoup moins vite, donc on peut se dire qu'on peut freiner un peu plus tard, mais en même temps on peut bloquer parce que les pneus sont froids. Enfin bref, c'est un départ. Voilà. Je vais pas le dire 15 fois, c'est comme ça peut arriver. Et en général, on n'en tient plutôt pas trop compte des erreurs au moment des départs pour la FIA. Sauf là, donc avec 5 secondes de pénalité qui, je trouve, sont injustes. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Même si, effectivement, la pénalité, les 5 secondes en eux-mêmes, ils sont mérités, mais en même temps, voilà, c'est très compliqué. Après, je dis pas, hein, c'est hyper compliqué de juger ce type d'incident. Et le job de la FIA, il est très très compliqué. J'aimerais pas le faire, honnêtement. Parce qu'on a tous une vision différente. Certains vont dire non, c'est comme ça, c'est le règlement, on l'applique à la lettre, 5 secondes, bam. Et c'est vrai en soi. Mais en même temps, on peut aussi entendre le côté de se dire est-ce qu'il mérite vraiment de finir dernier pour ça ? Et c'est comme ça qu'en fait, on se retrouve à se dire à avoir des avis qui sont tous différents. Et je pense que sur des incidents comme ça, on pourra jamais s'accorder. En fait, c'est quasiment impossible que tout le monde se dise bon, ok, là, c'est mérité. Sauf quand il y a vraiment un truc énorme. Ce sur quoi je voulais revenir en dernier, puis après on passera à Alpine pour finir un petit peu tout ça. L'incident avec Sainz et Alonso, il est clair. Voilà, hop, ok, on met la pénalité si vous voulez. Il n'y a aucune investigation sur Sargent. Alors, les deux abandonnent, donc tu me diras c'est pour ça, mais il n'y a même pas une investigation. Même pas un truc pour se dire, ok, et puis même, on peut, je sais pas, peut-être mettre une pénalité sur la prochaine course, parce que là, l'incident, pour le coup, de Sargent et de Vries, il est encore plus vénère. C'est-à-dire que Sargent, le frérot, ne freine pas. Hein, voilà. Alors, je suis désolé, hein, Sargent fait un bon début de saison, il n'y a pas de problème, hein, j'ai rien contre lui, mais sur cette action-là, l'erreur, elle est grosse, elle est vraiment flagrante. Et rien. Donc d'un côté, on a un pilote qui loupe un peu son freinage, emmené un petit peu par Gasly visuellement devant lui. Il tape dans Alonso. Alonso revient sur la piste, tout va bien. D'un autre côté, on a un gars qui fait abandonner l'autre en freinant vraiment trop tard. Et il n'y a même pas une investigation. C'est-à-dire que c'est normal. C'est ok, oui. Ah ouais, ouais, tant pis, c'est pas grave. Ils ont abandonné, de toute façon, c'est ciao. Bref, voilà. Je m'arrête là sur ça. Je rebondis vite sur les Alpines. Pour moi, c'est un incident de course avec une petite faute de Ocon. Enfin, les torts sont partagés à 50-50. Voilà, Gasly regarde pas à droite, mais en même temps, frérot, je pense que quand tu reviens sur la piste au moment d'un départ où il y a genre des dizaines de voitures autour de toi, tu regardes un peu partout, hein, t'essayes de faire comme tu peux, mais bon, voilà. Effectivement, on le voit sur le on-board de Ocon. On voit bien la tête de Gasly qui regarde pas du tout dans ce rétro-là à ce moment-là, parce qu'il s'occupe plutôt de ce qui se passe à gauche. On peut pas s'occuper de la gauche et de la droite en même temps. Ça paraît logique. Et pour moi, Ocon, et il s'est retrouvé plein de fois dans ces situations-là où il est à l'extérieur contre un mur avec Perez. Ça lui est arrivé plein de fois quand ils étaient chez Force India. Ocon, je trouve, et c'est toujours le même type d'incident, et c'est pour ça que je rebondis dessus, a une très mauvaise jugeote, on va dire, sur vraiment ce type de situation où il y a le pilote devant lui qui l'a pas vu. Alors, on peut pas savoir qu'il nous a pas vu, certes, mais on peut l'anticiper. On est à un départ, c'est le bordel, il y en a partout, il revient à peine de l'herbe, etc. Lâche, t'as même pas, il a à peine sa roue à la hauteur de la roue arrière il a à peine son avant à la hauteur de l'arrière de Gasly, donc je veux dire, t'es pas non plus complètement côte à côte, tu vois. Tu peux pas dire, ok, je vais passer parce que j'ai l'avantage en position. T'es vraiment pas si, t'es pas tant que ça à la hauteur de Gasly, donc
juste relâche. Parce que là, si ça tape, c'est sûr que c'est le mur pour vous deux. Et c'est en ça que Ocon, voilà, c'est la 3e fois. Enfin, genre, il y avait Bakou, c'était arrivé à Bakou déjà avec Perez, c'était arrivé à Singapour. Enfin, c'est déjà arrivé pas mal de fois avec ses coéquipiers. Et j'ai l'impression qu'il apprend pas de cette situation. Et c'est vraiment cette situation particulière. Hein. C'est toujours la même, quasiment trait pour trait. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que ça fout en l'air le week-end des deux. Une course exceptionnelle de Gasly qui était 5ème, quoi. Enfin, je veux dire, il avait vraiment un rythme incroyable. Ocon remontait aussi, pas mal. Il faisait une bonne course. Et c'est dommage de foutre tout ça à la poubelle. Surtout qu'au championnat constructeur, on va le voir après, ça fait très mal. Bref. Pour finir, avant ça, et puis après je vous laisse sur le débat de la semaine où vous avez tout le temps pour réfléchir. Je voulais parler très vite de la F2 avec un week-end qui était compliqué pour nos Français, avec notamment l'accrochage entre Auger et Martins en course longue. Martins loupe un petit peu son freinage, tape dans Auger, ça fait perdre beaucoup de place aux deux, c'est dommage. Ça arrive, malheureusement. On va quand même noter la très belle 2ème place pour Théo, pour Cher, dans cette même course, cette course longue donc, du dimanche. Très très vite, pour finir sur les Français qui ont du mal dans les derniers tours. C'est très dommage pour Romain Grosjean en IndyCar. Ce week-end, on était au Texas pour la première course sur ovale de l'année. Il faisait une très bonne course. Il faut savoir que la course sur ovale, c'est très particulier, très différent de ce qu'il avait l'habitude avant. Et je trouve qu'il commence vraiment à avoir un bon niveau sur ovale. J'ai regardé le Grand Prix hier et effectivement il était 5ème je crois. Sauf que dans la dernière relance, encore une fois dernière relance de course, il restait 2 ou 3 tours, ce qui est absolument rien sur un ovale vu qu'ils font le tour en quelques secondes. Enfin en quelques dizaines de secondes. Malheureusement, Grosjean arrive un peu fort. Enfin, il y a un petit contact très léger, qui est vraiment très très léger, mais à ces vitesses-là, on est à plus de 350. Quand il y avait un contact très léger, malheureusement, ça part direct, il tape le mur, il revient sur la piste, un petit peu dangereux. Mais bon, c'est comme ça. Fin de course difficile donc pour Romain au Texas. Le week-end des Français a été compliqué. Je vous laisse sur le débat, si vous avez envie d'y réfléchir. La question est de vraiment se poser pour la FIA et de savoir est-ce qu'on oriente les règles pour favoriser le spectacle, coûte que coûte, ou pas. Certains vont trouver que cette course était folle, était fantastique, parce qu'il y a eu du drama, etc. Certains, et c'est souvent les fans un peu plus anciens de la F1, trouvent que c'est un scandale et que c'est une honte de voir ce qui est censé être le pinacle et le summum du sport automobile, avec ces scènes-là de voitures dans tous les sens, absolument partout, et des morceaux éparpillés sur la piste. C'est une vraie question. Voilà. Est-ce qu'on se dirige vraiment sur un format à l'américaine où le spectacle est maître et le sport est secondaire, ou pas? C'est à réfléchir. Posez vos questions dans les commentaires, ou débattez dans les commentaires en tout cas. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans 4 semaines même pour débriefer le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Une longue pause pendant laquelle vous pouvez me suivre sur les réseaux, Instagram et TikTok, pour avoir des informations plus souvent et des petits formats de vidéos plutôt sympas. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.